Ça devait être la fin du monde. Et pourquoi t'as pas laissé Bosco te raccompagner? Je ne voulais pas leur gâcher le reste de la soirée. Qu'est-ce que c'était? Vaut mieux pas que tu saches. Non, j'aimerais savoir pourquoi tu reviens avec cet air macabre. Je fais pas ça et tu le sais. Allez, viens, s'en va. Jamais tu ne m'as dit que tu me tiendrais à l'écart. Je sais que je t'ai prévenu d'entrée de jeu, bébé. Je t'ai dit qu'il faudrait me partager constamment avec tous les pourris, les mauvais et toutes les saloperies de cette planète. Je t'ai répondu que je te partagerais. Parce que je t'aime. Et que je t'aimerais gras, moche, friqué, sans fric, chauffeur de bus. Ça m'est égal. Mais tu dois faire acte de présence, comme n'importe qui, n'importe quand. Le partage, c'est ça. Ce que j'ai, c'est autre chose. Ce ne sont que des restes. Tu vois, ce que je devrais faire, c'est rentrer et te dire... Salut chérie, j'en ai une bonne. Je suis passé chez un gars aujourd'hui, un petit camé, un sale con qui avait fait frire son bébé au four micro-ondes parce que le petit pleurait trop fort. Je voudrais partager ça avec toi. Je t'en prie, partageons ça. Et je crois que ce sera comme une expérience cathartique qui dissipera toute cette dégueulasserie. Pas vrai? Faux. Tu sais pourquoi? Parce que tu préfères t'en tenir à ta routine. On baise et ensuite tu deviens sourd et muet. Parce que je dois contenir ma colère et la préserver. Parce qu'elle me sert, que ça me maintient en forme. Je suis à l'affût. C'est ma raison d'être. Tu ne vis pas avec moi. Tu vis parmi tous les morts qui croisent ton chemin. Tu prends ton pied à fouiller les poubelles. Tu analyses le terrain pour trouver les signes de mort par centaines. Tu flaires l'odeur de ta proie et tu te lances à sa poursuite. C'est la seule chose qui compte pour toi. Le reste, c'est la merde que tu sèmes sur ton passage. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi je ne peux pas me passer de toi. Tony, Ouais. t'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire, parce que c'est l'horaire d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il m'était couché vers minuit 10. Pourtant, moi j'étais fatigué après. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Oh nom de Dieu, de bordel de merde. Oh, tu m'en dingue. Tu m'en fous. Oh, je suis fou. Oh, proche de Dieu. Oh, ton cul. C'est mon génie. En tant que journaliste, donner preuve d'objectivité et adresser les questions d'abord. Je déciderai après si j'accorde interview. Non, on ne travaille pas comme ça. Vous savez qu'on a la réputation d'être intègre et objectif. Et vous savez aussi qu'on est le plus respecté de tous les magazines d'information d'Amérique. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission Nécrophile de Canal B avec bien entendu le Dr Moreau. Bonjour Antonin. Salut, mais comment t'as pu chuinter ce générique de fou là? Mais je chuinte pas, on l'entend. D'accord, on encore. l'entend, j'espère que nos auditeurs l'entendent. Salut les kids. Voilà, vous avez pu entendre, vous entendez d'ailleurs évidemment le générique de Miami Vice, la série créée par Michael Mann, dont on parlera aujourd'hui. Michael Mann, Miami Vice, je sais pas, est-ce que t'as regardé au moins la série toi? Un petit peu, ouais. Bon. Un petit peu à l'époque et un petit peu il y a quelques années, ouais, mais... faudrait que je m'y attelle vraiment. Bon, du coup aujourd'hui on parlera de Michael Mann puisque son dernier film, et c'est un événement donc est sorti, Black Hat, Hacker en français, et on parlera de Tim Burton. On va faire une émission assez simple, deux bonhommes, les deux bonhommes les plus importants dans la carrière de cinéphile d'Antonin. Ouais, c'est ça. Deux bonhommes qui ont réalisé au moins deux de mes films préférés, donc pas de problème. Du coup c'est ton émission, c'est toi qui vas parler de ces deux bonhommes là, Tim Burton donc dont le Big Eyes est sorti lui aussi, rappelons-le. On commencera d'ailleurs par Tim Burton. On va tout de suite faire une première pause, j'ai rien oublié là, c'est
c'est bon, on a Non, c'est un bon, sommaire on est bon, simple, on est efficace. parfait. Ah ouais. Et du coup, on va tout de suite s'écouter justement un extrait d'un film de Michael Mann, Collateral, avec de la musique de Michael Mann, Mogwai, et puis un extrait du Batman le défi. Donc le film l'un des deux films préférés d'Antonin, puisqu'il y a Batman le défi et Hit. Ouais. Et on se retrouve juste après pour parler du. On plus qu'on parle aussi de Claude Zidi et c'était foutu. Tu respires bien? Faire au mieux avec ce qu'on a. Improviser, s'adapter aux événements. Dixit Darwin, t'as une merde, itching ou ce que tu veux, mais il faut faire avec ce qu'on a. Itchy? Enfin, c'est quoi tout ce blabla? Vous avez passé ce type par une fenêtre. C'est lui qui est tombé. C'est la vie. Qu'est-ce qu'il vous avait fait? Quoi? Qu'est-ce qu'il vous avait fait? Rien, j'avais jamais vu ce gars-là. Vous l'aviez jamais vu, vous le tuez comme ça? Quoi, je dois faire ami-ami avec eux avant de les tuer, peut-être? Je ne crois pas. Max, 6 milliards de bipèdes au monde et tu vas me faire une crise pour un gros enflé? Lui, qui c'était? En quoi ça t'intéresse? Tu vois où c'est le Rwanda? Je sais, oui, merci. En une seule journée, des dizaines de milliers d'entre eux ont été tués. Depuis Hiroshima, personne n'avait vu ça. Autant de gens tués aussi vite, ça t'empêche pas de dormir, Max? Quoi? Tu donnes à Amnesty International, aux œuvres de charité, SOS Bébé Phoque ou Greenpeace ou je sais pas quoi? Non. Et tu vas sortir les violons et jouer un requiem pour un train de savate. N'empêche que je connais pas de Rwandais. Et l'autre dans le coffre, tu le connais? C'est pas vrai. Bon, si ça peut te faire du bien, c'était une crapule. Il trafiquait dans toutes sortes d'entreprises malhonnêtes. C'est quoi votre truc au juste? Donner des coups de balai? Il y a un peu de ça. Rangez-vous à droite. Oh non.
Aussi étrange que ça puisse te sembler, Max, toi et moi, on a quelque chose en commun. Toi et moi, on est perçus comme des monstres. Mais va savoir pourquoi. Les gens respectent le monstre que tu es. Alors que moi, jusqu'ici, non. Franchement, vous poussez quand même un peu. Je suis un businessman. Je suis vache, oui. Roublard, d'accord. Mais ça ne fait pas de moi un monstre. Ne me sors pas le grand jeu, Max. J'en connais un bout sur toi. Ce que tu caches, je le divulgue. Ce que tu jettes dans les toilettes, je l'expose sur ma cheminée. Tu as pigé? Qu'est-ce que vous faites? Vous voulez m'hypnotiser? Non. Je veux te coller une migraine atroce. Eh bien, l'effet est nul. Ah, espèce de mauviette. Je tire à blanc. Est-ce que je me serais donné tout ce mal ce soir juste pour te tuer? Non, Max. C'est une toute autre chose que j'ai en tête. Je suis prêt, Max. J'ai passé trop d'années là-dessous. Il est temps pour moi de m'élever, de réémerger. Avec ton appui, ton savoir-faire, ta jugeote. Je ne suis pas né dans les égouts, vois-tu. Moi, je viens de... comme toi. Et comme toi, je veux qu'on me respecte, qu'on me reconnaisse la nature d'être humain. Mais plus que tout, je veux savoir qui je suis comme homme, apprendre qui sont mes parents, savoir enfin le nom que je porte. De simples détails qui, pour les braves gens de Gotham, ont l'air d'aller de soi. Voilà, c'était donc dans l'ordre un extrait du Collatéral de Michael Mann, ce morceau de Mogwai, Autorock, et puis cet extrait de Batman le défi de Tim Burton dont on va parler tout de suite, puisque donc Big Eyes vient de sortir et c'est le premier film de Tim Burton que je vois en entier depuis Big Fish, je crois. J'ai pas vu un film de Tim Burton en entier depuis Big Fish, ouais. J'avais essayé Charlie, Alice, Frankenweenie, et en fait j'ai jamais réussi à les voir en entier, et là c'est le premier qui ressemble assez peu au Tim Burton des 20 dernières années. Faut dire que ça fait plus de 20 ans qu'il a pas fait un bon film quand même. Finalement, il en a fait 3. C'est-à-dire que j'ai toujours beaucoup de mal moi à comprendre en fait tout l'engouement critique et public qu'il peut y avoir autour de Tim Burton, qui n'a fait que 3 bons films il y a plus de 20 ans et qui garde aujourd'hui en fait une espèce d'aura de rayonnement que Michael Mann, justement dont on parlera après, ne semble même pas avoir, alors qu'au contraire lui il a dû faire 3 mauvais films dans sa carrière qu'il a commencé au même moment en plus, même s'il est plus vieux que Tim Burton. Mais c'est assez marrant que les deux films sortent en même temps, parce qu'on se rend bien compte que la presse cinéphile, c'est-à-dire le genre les cahiers ou les Inrock, plein de chroniquards vont vraiment accorder beaucoup de place à Michael Mann, alors que la presse plus généraliste va accorder beaucoup de place à Tim Burton, ce mercredi-là. Alors que vraiment, et la reconnaissance de Tim Burton, on voit bien que c'est de plus en plus moisi. Là, il y a une sorte de petit sursaut parce que c'est effectivement un film qui est un peu moins nul que ses précédents. Moi, j'ai lâché l'affaire depuis Alice, je ne vais plus voir ces films en salle. Enfin, j'avais cette impression-là, sauf que je me suis rappelé que j'avais vu Frankenweenie en salle ou pas, je ne me rappelle plus, mais qui m'avait paru aussi nul. Mais depuis Alice, je me suis dit que c'était trop douloureux et que j'arrêtais d'aller voir ces films, que c'est vraiment un cinéaste qui a énormément compté pour moi, dont je considère vraiment Edouard en main d'argent et ces deux Batman absolument merveilleux, et particulièrement le Batman le défi qui pour moi est vraiment mon film préféré, un film absolument exceptionnel. Tu vas dire la même chose de Hit tout à l'heure. Ouais, mais vraiment, c'est des films qui ont vraiment beaucoup compté pour moi et qui comptent toujours pour moi, que je revois avec un bonheur incommensurable qui me procure mon petit syndrome de Stendhal. À chaque fois je pleure parce que c'est là pas à cause de la mise en scène et comment c'est raconté, pas à cause de ce qui est à raconter. Voilà, c'est un peu ça. Et voilà, Big Eyes, du coup, il y avait quelques de la presse cinéphile justement, il y avait quelques retours en disant voilà, pour une fois, Tim Burton fait un film qui est pas trop dégueulasse, parce qu'il faut voir que c'est dégueulasse, vraiment. Oui, c'est-à-dire qu'on parle d'une laideur vraiment absolue. Moi, c'est aussi pour ça que j'ai pas réussi à regarder ces films-là. C'est à cause de la laideur. Et Big Eyes, on peut déjà le signaler, c'est qu'il revient à une forme qui est plus classique, qui visuellement ne ressemble pas à la patte Tim Burton, qui n'est pas forcément de
du Tim Burton lui-même, mais qui est, comme le disent très bien les gens de Capture Mag qui ont écrit un bon article, qui est une patte qui a été récupérée par les studios. De toute façon, on peut faire du Tim Burton sans être Tim Burton facilement. Ouais, et encore le monsieur a justement une maîtrise de sa marque et de sa franchise et de son identité visuelle assez forte pour qu'il soit pour l'instant le seul détenteur de cette identité-là. Parce que mais justement, là, le film Big Eyes va justement parler un peu de ça. C'est là que c'est Big Eyes et voilà, pour faire une critique très rapide, c'est un film qui se regarde très très bien. Je veux dire, c'est un film qui d'un point de vue de mise en scène est plutôt bien réalisé, qui raconte une histoire, qui a un scénario relativement bien fait, qui dans le cadre du biopic est plutôt bon. C'est les deux scénaristes, c'est un vrai biopic, de Ed Wood, Larry Flint et Man on the Moon, c'est-à-dire les 3 meilleurs biopics de l'histoire du biopic. Donc j'ai oublié les noms des 2 réalisateurs. Enfin, Ali était pas mal, parce que pareil. Du coup. Oui, ils ont fait. Ouais. En tout cas, c'est vraiment des excellents scénaristes qui fournissent ici un scénario plutôt excellent et qui tombe pas du tout dans les écueils du biopic. Alors pour revenir vite fait quand même sur l'histoire, donc c'est l'histoire de cette peintre des années 50 qui a créé 60, donc 60 qui a créé ce personnage des grands yeux avec sa fille qui avait quitté un premier mari, qui rencontre un deuxième mari qui va lui s'approprier ses peintures et les vendre à son nom et l'empêcher elle d'avoir la reconnaissance justement pour ses peintures, et elle va se battre pour avoir cette reconnaissance. Une histoire que je ne connaissais pas du tout, qui est vraiment le scandale, enfin et qui tiens quand même à le dire aussi, démarre avec une citation d'Andy Warhol qui moi tout de suite m'a quand même provoqué un petit effroi, une citation terrifiante d'Andy Warhol qui en parlant de cette peintre dit: si autant de gens ont aimé ces peintures, c'est que ça doit être bien. Oui. Et j'avais l'impression d'entendre Paco nous dire ah mais vous pouvez pas dire du mal du Da Vinci Code, s'il y a tellement de gens qui lisent Da Vinci Code, c'est que c'est bien. C'est à peu près du même acabit. Tu dis ça parce que Paco vient de t'engueuler parce que t'as posé ta bière à côté de sa console numérique à 16 000 $. Non, je pense qu'il y a vraiment un lien entre ces propos dégueulasses d'Andy Warhol mais en tout cas voilà, ça commence par cette citation d'Andy Warhol, et déjà moi ça a créé une forme de distance. J'ai eu beaucoup de mal du coup évidemment à rentrer dans le film malgré sa forme très classique qui aide à ce. Cette citation est tout à fait à propos. C'est là où on pouvait attendre de Big Eyes. Moi je m'étais vraiment pas, je savais pas trop de quoi ça parlait, d'autant que j'avais jamais entendu parler de ce fait divers là, qui est un fait divers énorme. C'est leur roman Gary, Émile Ajar à eux. C'est un truc de fou et qui va un peu sombrer dans l'oubli. Donc moi je connaissais pas ces peintures là, je connaissais pas cette histoire là. Et c'est vrai que c'est une histoire absolument incroyable. Et sauf qu'elle pose des questions qui entre en résonance complète avec la biographie de Tim Burton. Il s'agit clairement du monde de l'art à l'ère de sa reproductibilité technique, c'est-à-dire la première peintre qui a vu ses œuvres massivement diffusées en poster, en carte postale, c'est-à-dire que ces toiles ne se vendaient pas, mais par contre les reproductions de ces toiles se vendaient de façon massive, au grand désespoir de tous les tenants de l'art, représentés ici par un galeriste, Jason Schwartzman, et un critique, le critique du New York Times, Terence Stamp, qui n'est pas mort, qui apparaît là. Et en fait, Terence Stamp n'est pas mort. C'est la bonne nouvelle de Big Eyes quand même. C'est ça. Et du coup, on voit bien que c'est ce motif-là. Il y a un motif là qui va être reproduit à l'infini, le motif des grands yeux, qui va arriver dans une dimension industrielle, qui est donc véhiculée par le personnage du mec de Tarantino. Là, j'ai déjà oublié son nom. Oui, Christopher Waltz. Voilà, qui est donc le marchand. Et en fait, ce qui est absolument incroyable dans ce film, c'est que c'était un sujet en or pour amorcer un nouveau virage dans la carrière de Tim Burton. C'est-à-dire que là, il y a un duo de personnages qui représente tout à fait là où Tim Burton en est. C'est un personnage de créateur dans l'ombre et un autre personnage qui est un personnage de commerçant qui va identifier chez le personnage de créateur des motifs qui vont en faire une sorte, qui va en faire une industrialisation massive. Donc c'est tout à fait ce qui est arrivé à Tim Burton, et je pense que Tim Burton est tout à fait s'en rend compte inconsciemment ou inconsciemment que c'est devenu une marque Tim Burton. C'est vraiment, on a la marque Tim Burton. C'est exactement comme ça que tous ces derniers films peuvent être interprétés. C'est voilà, Tim Burton va faire son petit pipi sur des scénarios qu'on lui demande, que le studio lui demande, en mettant des rayures. Johnny Depp a coutré je sais pas comment. Voilà, c'est Tim Burton, c'est Foldingo, c'est génial. Il y a une marque visuelle Tim Burton. Et il y a quelque chose qui est nul dans Big Eyes, c'est que cette skise entre ces deux personnages là de Christoph Waltz et de Amy Adams n'est pas du tout gérée. Elle est beaucoup trop distincte. C'est-à-dire que chez Tim Burton, il y a toujours quelque chose qui a été fascinant, et on le voit bien dans l'extrait qu'on a passé de Batman le défi, c'est que tous les personnages de Tim Burton étaient pris
ça a toujours été des frics, évidemment. Voilà, Tim Burton est reconnu pour ça, mais ça a toujours été des frics qui voulaient s'intégrer dans la société, qui voulaient vraiment rentrer dans le monde normal. C'est exactement le trajet de Edouard en main d'argent, et c'est le trajet de tous les monstres de ces deux Batman. Voilà, Big Eyes rentrerait tout à fait là-dedans. Sauf que là, on a cette skise là du retour à la normalité de cette personne qui va devenir vraiment complètement mainstream, n'est pas géré dans le film, quoi. Voilà, on voit bien que Tim Burton ne s'implique pas là-dedans, et ça en fait un film, un grand rendez-vous raté pour que Tim Burton fasse autre chose que les films de série qui fait depuis 4-5 films, quoi. Alors mine de rien, du coup, ça reste un très bon film le dimanche après-midi, exactement parce qu'il a oublié un peu tout son esthétique qui rendait ces films un peu des objets vomitifs. On a affaire à quelque chose de beaucoup plus classique. Pas académique, mais en tout cas très classique, qui en fait se regarde extrêmement bien. Moi, qui m'est passé complètement au-dessus du crâne, et c'est évident que finalement le seul intérêt, c'est tout ce que tu viens de dire, c'est-à-dire la théorie qu'on peut aller chercher derrière, quoi. Mais le film en lui-même, l'histoire en elle-même, même finalement, ne crée aucune émotion, et il y a rien à se foutre sous la dent, mis à part cette petite résonance avec le problème Tim Burton, en fait. C'est que tu pourrais, c'est affreux parce que c'est vraiment, ça aurait pu être un truc génial si vraiment là Tim Burton avait mis son âme de cinéaste dedans, ça aurait été génial. Enfin voilà, ce type-là a arrêté de faire des films. Moi, je date la fin de Tim Burton à Mars Attack, Mars Attack inclus, et c'est vraiment c'est le moment. Il reste 4 films du coup, quoi. Ouais, c'est le moment où ce moment-là, il a une reconnaissance critique totale. Comme Michael Mann, Tim Burton, c'est quelqu'un dont c'est très intéressant de voir la reconnaissance critique. Ça a été peu à peu, et quelqu'un qui a connu beaucoup. C'est un ancien geek autiste, Tim Burton, qui a connu une reconnaissance de la même manière que ces personnages qui cherchaient une reconnaissance, qui cherchaient à faire accepter leur monstruosité, leur cinéma monstrueux. Et à partir d'un moment, ça a été accepté. Tim Burton, c'est le seul cinéaste de son vivant qui a rentré dans le MoMA, quoi. Enfin voilà, qui a connu une rentrée au musée de new-yorkais, et qui a eu une reconnaissance totale, exactement comme si le pingouin dans Batman le défi, ça s'était bien passé. Qu'est-ce qui arrive à un monstre à partir d'un moment où il a une acceptation totale, ça devient un produit. Du coup, on va donc Big Eyes de Tim Burton, et on va passer à Michael Mann tout de suite. On va s'écouter un extrait du Solitaire dont on parlait il y a quelque temps, puisqu'il est ressorti en DVD chez Wildside. On va s'écouter une musique extraite de Révélation, et on se retrouve juste après pour parler de Black Hat. Je vois sur votre demande que j'ai là. À propos, Mal ne s'écrit pas comme ça s'écrit M-A-L-E. Avec 2 L, c'est une grosse valise. Je vois donc sous la rubrique employeur de 1959 à 1976, vous avez indiqué prison de Chicago. Oui. Vous y étiez employé par la ville, j'imagine. En quelque sorte, oui. Et que faisiez-vous dans cette prison? Des cadres. Oui, je fabriquais des cadres en bois. Ensuite, j'ai été promu aux chaussures. Vous y étiez gérant du magasin? Écoutez, j'étais taulard, je faisais mon temps. Vous faisiez quoi? Franck, allons-nous-en. Vous devez comprendre que nous avons plus de demandeurs que d'enfants, n'est-ce pas? Alors pourquoi il y a toujours tant de gosses dans votre turne? Si j'étais eux, je ferais sûrement pas trop de chichi pour me tirer vite fait d'un endroit pareil. En plus, ça vous décharge d'un poids si on en prend un. L'ennui, c'est que c'est nous qui établissons les critères d'adoption. On nous réclame tellement d'enfants que nous donnons la préférence à des gens qui n'ont pas... D'accord, alors on prend un gosse dont personne ne voudra. Vous avez un petit noireau, va pour un petit noireau. Vous avez un petit chinois... Non, vous ne me comprenez pas, monsieur. Tout le monde veut des jeunes gosses. Vous avez un gosse de 8 ans, mâle, noir et chinois, moi je le prends. Franck... Attends, si c'est une question de... Tenez, regardez. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça, c'est un diamant pur 10 fois, 3 carats et demi taillé émeraude, ça. Nous ne sommes pas au marché aux puces, monsieur. Vous voulez que je vous dise, vous n'êtes pas assez maligne pour accepter, pas plus que vous ne l'êtes pour reconnaître de bons parents. Sortez immédiatement. Vous n'avez posé aucune question, vous n'avez même pas demandé qui on est. Vous avez un enfant qui attend et avec vos conneries, vous le privez de nous et vous nous privez de lui. Vous êtes qui pour décider ça? Ne faites pas de scandale. Nos critères d'adoption... Vos critères d'adoption? Vos critères d'adoption, ils sont tellement enfoncés dans votre cul qu'ils voient même pas la lumière du jour. Franck, je t'en prie, on s'en va. J'ai un renseignement de première main à vous refiler, chère madame. J'ai grandi à l'orphelinat, et ce genre d'endroit, c'est mortel.
Un gosse qu'on enferme entre 4 foutus murs. Après un moment, il dit au mur, ma vie t'appartient. Vous êtes né où, vous, dans les beaux quartiers? Oui. Voilà, voilà. You got something else on the side? Nothing regular. So you got something else on the side? No. You sure? Yeah, I'm sure. I don't know what you're doing. Remember Jimmy McElwain on the yard used to say, you want to be making moves on the street, have no attachments, allow nothing to be in your life that you cannot walk out on in 30 seconds flat if you spot the heat around the corner. Remember that? For me, the sun rises and sets with her, man. Yeah? Yeah. Okay. On a pu entendre un extrait du Solitaire et puis cette musique dont j'ai oublié le nom, extrait du enfin c'est Iguazu de Gustavo Santaolalla. Santaolalla. Et puis donc c'était extrait de Révélation hein, de Michael Mann. Et puis là à l'instant un extrait du Hit, donc le deuxième film préféré d'Antonin, toujours de Michael Mann, qui vient donc de sortir son dernier film à 72 ans, Black Hat, traduit en français en hacker. Pourquoi pas et que c'est un, enfin voilà, c'est un événement, hein, c'est un nouveau film de Michael Mann, il en sort 2 tous les 10 ans, donc voilà, le dernier daté de 2000. Ouais, ça fait 6 ans, je crois. Hein. Bah non, attends, Miami Vice c'était 2006 et cette grosse purge de Public Enemies, du coup, voilà, son dernier film, c'est vrai que là on partait. Enfin, avec moi, j'avais en tout cas une attente un peu quand même limite, étant donné que son dernier film, je l'avais trouvé assez abominable. J'ai essayé de le revoir d'ailleurs avant cette émission, Public Enemies avec Johnny Depp, et oui, c'est pour moi c'est un très très gros échec, et non seulement parce que moi je me fais chier, énormément chier en regardant Public Enemies, hein, c'est sûr, j'avais pas revu depuis sa sortie ciné et là ça a été très douloureux, je l'ai même pas revu en entier.
Je pense que c'est un très très gros échec de ça pour lui, parce que ce qu'il cherchait de façon très explicite, c'est ce qu'il avait dit, je crois d'ailleurs, c'était l'immersion totale dans ces années-là, les années de Dillinger, et notamment l'utilisation de la HD était là pour ça, pour renforcer cette immersion, et c'est exactement ce qui ne fonctionne pas dans le film en fait, c'est l'immersion quoi, et on s'ennuie très très vite, et à aucun moment on est plongé quoi. De l'esthétique un peu plombante et chromée. Oui, et ses intentions étaient très bonnes. De tous les films en costume. Quoi. Ses intentions étaient très très bonnes, mais pour moi il y a un vrai échec et exactement à ce niveau-là, alors que c'était son intention principale. Donc l'arrivée de Black Hat, en plus de ça, le film Black Hat là pour sa sortie a quand même une vie, personne n'en parle, c'est pareil de ça, mais c'est quand même terrifiant ce qui lui est arrivé. Ça a été un gros échec aux États-Unis, Black Hat, donc il est sorti au mois de décembre, je crois. Il a été annoncé en sortie directement en DVD dans certains pays comme l'Australie. C'est quand même terrible pour un film de Michael Mann de sortir directement en DVD. En France, finalement, il est sorti au cinéma. On s'imagine très bien que ça va être un gros échec aussi. Il est très mal vendu de toute façon, et c'est vrai que personne n'en parle de toute façon, alors qu'on a quand même affaire à un film du réalisateur de Hit, justement, de Collateral, de Miami Vice, qui sont parmi les meilleurs films des années 2000 et 90, donc ça reste incroyable, et surtout que le film justement n'est pas la grosse purge annoncée par certains, au contraire, même si on va y revenir, moi je suis très j'ai beaucoup de réserves par rapport au film, j'ai l'impression de voir un best-of de Michael Mann en fait, mais justement cette immersion que je n'avais pas du tout eu dans Public Enemies devant Black Hat, je l'ai eu complètement en fait. Enfin, j'étais vraiment entraîné par le film, et il y a un moment quand ça s'est terminé, je me suis dit merde, j'en veux encore en fait. J'en veux encore, c'était vraiment bien, même si évidemment il y a des scènes qui me paraissent abominables, d'une laideur insoupçonnée pour un film de Michael Mann, des plans qui me rappellent un cinéma de Fincher d'il y a 15 ans en fait, des plans numériques à l'intérieur de circuits électroniques. Tu dis mais pourquoi est-ce que tu vas faire ça? Pourquoi tu fais ça, bonhomme? Tu me déçois énormément. Mais juste après, il te balance un plan merveilleux où tu te dis en effet, c'est là qu'il est très très fort aussi, c'est qu'il va sortir complètement de son intrigue et faire un plan rempli de sensations en fait. Et pour ça reste le meilleur, ça reste vraiment le meilleur. C'est-à-dire que tout bêtement, par exemple, au tout début du film, Thor sort de prison et il y a juste une scène où il se passe rien, juste il est sur la piste de l'aéroport et tu sens que le type sort de prison, redécouvre l'espace et tu le redécouvres complètement avec lui. Et c'est magique de parvenir à faire ressentir ça en quelques plans sans rien dire. Voilà, ça tient vraiment il a un talent exceptionnel pour ce genre de choses. Et il y a plusieurs moments dans le film qui font penser à ça. Alors avant de te laisser évidemment parler du film, Antonin, revenir vite fait quand même sur l'histoire qui est très con, et d'ailleurs on s'en fout un peu, mais c'est voilà. Il y a un hacker qui va foutre en l'air une centrale nucléaire, je sais plus dans quel pays de merde, la Chine je crois. Oui, c'est la Chine. C'est ça, c'est un pays merde, un pays en voie de développement où il y a 3 habitants. Après ça, il va encore faire une attaque contre le Wall Street ou je sais pas quoi, et du coup les Chinois vont aller chercher un hacker emprisonné, Thor, pas Thor, mais c'est Thor, l'acteur de Thor qui du coup est en prison. On n'essaiera pas de prononcer son nom correctement. Non. Et ils vont le faire sortir, ils vont former un duo dynamique pour essayer de retrouver ce hacker caché quelque part qu'on sait pas qui c'est. Et du coup, ils vont partir des États-Unis et puis ils vont terminer à Hong Kong pour poursuivre ce méchant bonhomme qui veut en fait avoir beaucoup d'argent en faisant des trucs avec de l'informatique. Plein de trucs auxquels on ne comprend rien, et c'est aussi l'intérêt du film, c'est de ne jamais chercher à expliquer tous ces problèmes informatiques dont on se contrefout d'ailleurs, mais qui permettent justement cette immersion dans le film et qu'on n'ait pas l'impression d'être pris pour des cons comme dans un film de Martin Scorsese. Et je parle de ça parce que dans Loup de Wall Street, il passait son temps à vouloir expliquer puis à dire ah mais non, mais je veux pas vous expliquer, vous êtes trop bête. Là non, on n'a pas du tout affaire à ce genre de choses, c'est très premier degré, le cinéma de Michael Mann, Et voilà, ça va être Thor avec ses copains qui va les voir disparaître au fur et à mesure et qui seul contre tous va chercher du coup et comme je disais, c'est un best-of de Michael Mann. On pourrait lister toutes les thématiques, donc toutes les idées et les idées visuelles du cinéma de Michael Mann, on les retrouve toutes
toutes là-dedans, quoi. Constamment, c'est les moments justement où on peut ressortir du film, c'est quand on se dit ah oui tiens ça c'est du Michael Mann, ah oui tiens ça aussi. Malgré tout, il réussit régulièrement, très souvent, à faire non seulement des images merveilleuses qui créent des sensations énormément, qui racontent beaucoup de choses, et il fait du vrai cinéma. Et voilà, c'est aussi sa limite justement, c'est de faire du Michael Mann, et c'est bon, et en même temps c'est du Michael Mann. Bah ouais, pour juste rebondir sur le côté de la non-sortie de ce film, alors aux États-Unis d'une part, où apparemment n'habitant pas à Los Angeles, je ne suis pas au courant, mais c'est vrai que c'est des films que le studio sort, et c'est le cas pour plusieurs films qui sortent dernièrement. On se demande, mais on en croirait des fois que les studios sacrifient complètement leurs films, les sortent sans promotion, sans rien, parce que là tu parles évidemment de l'accueil critique qui est donc là, bah voilà, un peu minimisé du fait qu'il sort le même jour qu'un film de Tim Burton, où c'est beaucoup plus facile peut-être de parler sur Tim Burton pour un critique, parce qu'il suffit d'inventorier certains motifs visuels et se dire regardez il y a des grands yeux, alors regardez tous les grands yeux qu'il peut y avoir dans tout le cinéma de Tim Burton, voilà thématique, auteur, machin, c'est le dossier qu'on va retrouver dans 20 minutes dans des magazines à la con comme ça quoi. Et mais pour parler de l'accueil presse, certes c'est déjà c'est cantonné dans une presse cinéphile, Libé, les Inrocks, Cahiers du cinéma, et mais par contre la promotion, il y en a pas en fait, il y a pas de promotion sur Hacker, alors que c'est un techno thriller tel qu'il en sorte des caisses, il y en a tout le temps des techno-thrillers où on va avoir ce sont pas des succès. Des affiches sur les bus, des affiches partout. Et là, il y a rien du tout. C'est un film est un non-événement en termes industriels, quoi. Il y a rien du tout. Et c'est vrai que c'est dément sur Michael Mann, qui est vraiment le cinéaste. À l'époque de Public Enemy, c'était presque un trop plein, quoi. On se disait bon là, on va avoir un accueil presse absolument délirant. Moi, je sais que j'étais le premier à dire à défendre Public Enemy, alors que effectivement, à la revoyeur, c'est pas si terrible que ça. Et à l'époque de Public Enemy, c'était le parangon d'un accueil critique généralisé, absolument de dément, quoi, où tout le monde disait que c'était le génie. Et c'est vrai qu'il faut le redire à quel point Michael Mann est le cinéaste séminal par excellence, quoi. En y réfléchissant, je me disais mais en fait ce mec a juste inventé les années 80 avec Le Solitaire et Miami Vice. Il a inventé cette sorte d'esthétique un petit peu fluo, l'esthétique clipesque, les nappes de synthé, cette attention à la matière, à filmer les objets, le goût du visuel qu'on va retrouver dans tout le cinéma des années 80. Ses lignes même aussi, l'architecture visuelle vraiment. Là, c'est ça, c'est que c'est quelqu'un qui a filmé, qui a un goût et qui a un talent incroyable pour filmer la matière, les objets, les reflets, tout ce qui peut être, de tout ce que peut accrocher la lumière. Il a un goût incroyable pour ça. En le faisant avec beaucoup de documentation constamment. Oui, bien sûr. Mais après, ça sera toujours, comme on disait la semaine, à l'émission, on parlait du Solitaire. Toujours avec il y a une sorte d'aspect très documentaire chez Michael Mann, quelqu'un qui se documente extrêmement sur les milieux qu'il dépeint. Mais en tout cas, il a inventé avec Le Solitaire ou avec sa série Miami Vice de flics à Miami l'esthétique des années 80. Avec Hit, il invente l'esthétique des années 90 et des années 2000, ni plus ni moins. Je pense que Michael Mann, on trouve des traces de son cinéma partout. Il suffit de voir un film de Soderbergh, et eux-mêmes le disent. Soderbergh va te dire, mais voilà, moi mon système de filmage, c'est inspiré par Michael Mann. La série 24 heures chrono, qui a été très importante pour toutes l'esthétique du film d'action, du techno-thriller justement, de post 11 septembre, sur comment filmer. Parce que ça rejoint ces thématiques-là, l'instantanéité, cette société du réseau et des flux et de l'instantanéité des communications, c'est Michael Mann qui a inventé la forme pour filmer ça. Ce qui fait que c'est le mec aujourd'hui, il a inventé la HD quasiment. Il a inventé ça au niveau technologique, il y a ça, certes, mais c'est au niveau aussi de son travail. Ça rend quelque chose. Parce que tu parles de Hit pour les années 97-2000, mais il y a eu une grosse évolution à partir de Collatéral et qu'il a ensuite poussé à bout avec Miami Vice, qui en devient un film quasiment expérimental avec sa caméra HD. C'est pas uniquement au niveau technique, mais visuellement ça bouleverse tout ce qu'on peut voir aussi aujourd'hui en fait. En fait, de toute façon, c'est complètement maintenant regarder Miami Vice aujourd'hui. L'évolution ne nous paraît pas incroyable. Non, mais à ce moment-là, le contexte expérimental ne nous choque pas. Quand on le voyait à l'époque, on se disait c'est incroyable. Maintenant, évidemment, c'est quelque chose qui a été complètement digéré par le système, parce que c'est le cinéaste qui a peut-être inventé le plus de formes.
et là on parle du cinéma américain quand je cite 24 heures chrono ou Soderbergh, Nolan, le début de Dark Knight, celui avec le Joker, c'est du Nolan, c'est du Mann, Nolan s'inspire clairement de Heat pour filmer le braquage de banque par le Joker. C'est clairement ça, Nolan le dit, mais c'est non seulement le cinéma américain, mais également le cinéma d'auteurs français. Des gens comme Assayas, quand ils font Clean ou Demon Lover, ou tout leur façon de filmer, se réclame, lui il se réclame de Michael Mann. Pascal Ferrand va se réclamer de Michael Mann quand il fait Lady Chatterley. Quand on voit Bird People, le dernier film de Pascal Ferrand, c'est clairement sous influence de Michael Mann. Cette façon que Pascal Ferrand a de filmer cette société du réseau et du flux en filmant Roissy, toute cette circulation, tous ces flux et ces gens qui se mettent un petit peu à l'écart du flux, c'est des thématiques de Michael Mann, et elle emprunte tout ce que Michael Mann a pu inventer dans Heat ou Miami Vice, cette sorte de cette rupture d'échelle de plan, cette façon d'être à la fois dans une abstraction totale, de filmer les gens comme si c'était une somme de pixels, et à la fois d'avoir une incarnation terrible, une force une incarnation d'humanité très forte, et à la fois une aspiration clairement à vraiment tous ces personnages de Mann qui ne souhaitent qu'une chose, c'est de disparaître, de faire disparaître leur humanité pour devenir que des machines. Tout ça irriguer le cinéma contemporain. Donc Michael Mann, pour vraiment situer son importance, c'est quelqu'un qui a à la fois inventé le cinéma des années 80, quand on voit Le Solitaire ou Manhunter, l'esthétique c'est clairement celle des années 80, immédiatement reconnaissable, on disait que à quel point Drive, qui est le film un peu de hipster pour des comment on appelle ça, vintage années 80, c'est trop cool, s'inspire du Solitaire. Il n'y a pas beaucoup de choix à part To Live and To Die de Friedkin, un autre mec issu de Chicago. Il n'y a pas d'autre choix. C'est des mecs qui lui a inventé ce truc là avec Parker, Ridley Scott et tout ça, et il a inventé le cinéma des années 2000. Même Olivier Marchal qui veut faire des films policiers. Oui, après son influence va du très bon ou très mauvais. Évidemment, c'est comme n'importe qui. C'est des films. C'est juste que c'est un auteur absolument séminal et hyper important pour le cinéma sur 40 ans. C'est hyper important. Et c'est pour ça que c'est encore plus fascinant de se dire, mais comment ça se fait que son dernier film ne soit pas présenté justement comme l'événement qu'il devrait être, sans même parler de la qualité du film de toute façon. C'est ça. Et pour le coup, le film mérite ses qualités. C'est-à-dire que malgré le fait que, malgré toutes les réserves qu'on peut avoir sur Black Hat, et malgré même le fait d'ailleurs que moi il m'a parfois fait penser au dernier Terrence Malick en fait. Mais justement, je veux dire, c'est des comme Terrence Malick d'ailleurs, des bonhommes qui devraient mériter. Bien sûr, mais je pense que c'est un accueil, un certain accueil en tout cas, quoi. Mais je pense que déjà Michael Mann et Malick, il y a une correspondance parce qu'ils ont une mise en scène, et je pense que Michael Mann dans sa carrière, c'est à partir peut-être de Révélation, donc le film qui suit Heat, il y a un tournage plus impressionniste qui joue beaucoup sur les ruptures de focale, les mises au point, une sorte de tonalité de mise en scène beaucoup plus impressionniste, avec de la caméra portée beaucoup, qui a vraiment pareillement irrigué Soderbergh dans Solaris par exemple, c'est clairement du Michael Mann. Il y avait la limite aujourd'hui un peu de Black Hat aussi, sa caméra portée et ses zooms. C'est tellement pompé. Greengrass par exemple va faire ça. Bien sûr. Évidemment, Greengrass on peut faire après, y a pas remonter. Que Michael Mann. Non, il y a du McTiernan et tout. Voilà. Tous ces mecs qui vont filmer l'action avec de la caméra portée et tout ça. Mais Michael Mann, il y a quelque chose qui est de l'ordre de filmer un mouvement et de le couper juste avant que le mouvement se termine. Dans les raccords, dans le montage et tout ça, il y a quelque chose qu'on retrouve des traces de ce mec-là absolument partout. Et c'est vrai que Black Hat, quand le projet est sorti, c'était hyper excitant parce qu'on se disait, ce cinéaste Michael Mann, qui est le mec qui a réussi à donner une forme au monde contemporain des flux et du réseau, va s'attaquer au thème de l'informatique et du piratage informatique. Disait, c'est le sujet rêvé. Comment Michael Mann va filmer des ordinateurs, comment il va filmer des écrans, comment il va filmer ça, mais on se disait, il y a une évidence là-dedans, c'est que quand on voit Heat, qui n'est dirigé que par ça, moi Heat, que mon film que je peux même pas commencer à regarder, je suis obligé de le finir parce que je trouve ça absolument fascinant, à quel point il arrive à gérer
enfin voilà, c'est cette somme d'abstraction de lignes, enfin ce générique de hit avec voilà les lignes de circulation, comment ça va répondre aux lignes des personnages, comment ils s'arrêtent sur le bas-côté et compagnie, enfin voilà, une sorte de mise en réseau de flux, comment il arrive à filmer les routes et les trajets des personnages et comment voilà l'abstraction et l'incarnation totale qu'il arrive à mettre là-dedans, cette tension qui naît de son filmage. Et que depuis il continue de pousser dans ses retranchements. Quand tu revois Collateral, tu dis qu'il a poussé le truc un peu plus loin. Et Miami Vice encore. Et là, moi pour Black Hat justement, enfin tu retrouves des mêmes questionnements en fait dans Black Hat, et il y a des trucs qui poussent encore un peu plus loin, comme le retour aux écrans justement. Bah, voilà, comme je te disais, moi il y a des images que je trouve justement extrêmement limitées et très racoleuses finalement, comme l'introduction du film. L'introduction du film qui est à partir d'un plan de la planète et qui au fur et à mesure va se rapprocher des personnages jusqu'à rentrer dans un circuit informatique avec des images numériques que je trouve absolument dégueulasses. Voilà, à partir du très très grand jusqu'au absolument minuscule, et tout va se terminer sur un écran. La dernière, sans faire de spoiler, ça tout se termine sur un écran de contrôle. Tout revient aux écrans, tout revient malgré tout. Mais c'est tout le trajet de Mann, et c'est là où Hacker est absolument passionnant, mais dans une optique autoriste. C'est pour ça que moi j'ai hâte de le voir. C'est que Hacker finalement prend le problème à rebrousse-poil. Enfin, c'est que Michael Mann, on l'attend il a toujours fait des films un petit peu sur voilà la carte et le territoire, vraiment voilà comment des personnages veulent quitter la carte, disparaître totalement, et là en fait Black Hat on pouvait se dire voilà, il va faire un personnage d'informaticien, ça va être absolument terrible, il va avoir le personnage manien, un homme d'action, un homme qui ne jure que par l'informatique, qui va vraiment être super puissant là-dedans dans l'informatique et être dans une position de contrôle absolu, comme les personnages de Denis dans Hit. Il va y avoir une joie de Mann à filmer ça, à filmer vraiment le professionnalisme de ce bonhomme-là, et on voit bien qu'en regardant Black Hat, Mann s'en fout. Oui. Et le personnage, parce que le personnage s'en fout totalement. Et il y a quelque chose de très étonnant dans Black Hat qui peut expliquer aussi son insuccès, c'est que c'est un film qui est incroyablement en sourdine. C'est que c'est un techno-thriller qui est à la fois hyper efficace, le scénario fonctionne à fond, la mise en scène est très prenante, mais en même temps, il y a toujours quelque chose qui fait que c'est déceptif, qui est à l'opposé de l'émotion qui préside en général à ce genre de thriller. C'est absolument pas du tout hystérique. À l'image du grand méchant qu'on découvre justement, il repousse encore et encore le face à face, alors que comme dans n'importe quel film de Michael Mann, quelqu'un va poursuivre un autre bonhomme et va même chercher à se mettre à sa place pour le comprendre mieux et le choper. Et il repousse le face à face, alors que dans Hit par exemple justement le face à face il arrive pas très tôt dans le film, mais il arrive quand même avant le final. Là on va le repousser jusqu'au bout, et quand finalement on découvre ce gros méchant, à quoi il ressemble? À un cinéaste américain des années 70 en fait. Un type en chemise hawaïenne avec une grosse barbe et des cheveux bouclés quoi. Il te ressemble en fait. Avec une chemise hawaïenne. C'est ça. Mais il ressemble à rien. Mais en fait ce bonhomme là, enfin le Thor là, tout ce qu'il veut c'est quitter les systèmes informatiques. On voit bien ça disparaître. Et le film ça ne l'intéresse pas. C'est ça qui est assez drôle dans le film. C'est qu'on pourrait se dire Mann va prendre un pied fou à filmer tout ça, ce réseau, ces flux. Et en fait tous les personnages, c'est assez étrange dans le film. Moi j'ai eu du mal à cerner un peu l'émotion que ça me procurait, mais c'est une émotion qui est un peu bizarre, qui est un peu déceptive, parce que sent bien que tous les personnages qui sont là, ils ne prennent pas un pied fou à ce qu'ils font. C'est pas comme le personnage de James Caan dans Solitaire qui a la joie du travail bien fait. C'est des gens qui font le travail là dans Black Hat. Non, là ils le font parce qu'ils ont besoin de le faire pour passer à autre chose. Bien sûr, on sent bien que ça ne l'intéresse pas. Il y a un côté assez déceptif, et tout ce que cherche à faire Chris Hemsworth à la fin, c'est de ramener le combat au territoire du réel. Et c'est assez drôle de voir qu'à la fin je suis pas d'accord final... avec toi, parce qu'il refuse justement. Son premier truc c'est après c'est une technique aussi pour pouvoir finalement, mais c'est ça c'est une scène qui m'a beaucoup plu, c'est quand enfin il rentre en contact avec ce gros méchant, le premier truc qu'il lui dit c'est non, je refuse le face à face quoi. Ouais, mais tout va se passer de loin. Mais peut-être mais en tout cas voilà la scène finale, et je pense que tout le système du film c'est ça. C'est finale quand même dont il faut parler, donc c'est à Hong Kong, pendant une procession je crois, avec une foule, donc il y a des centaines de gens. On a le droit quand même à une fusillade, à des attaques entre bonhommes, à une tuerie finalement au milieu de cette foule.
Et mis à part les 3 personnages principaux, toute cette foule s'en fout en fait. On a affaire à un massacre, enfin en tout cas à un affrontement final au milieu d'une foule, et la foule s'en fout complètement. C'est et hallucinant. c'est fascinant, c'est complètement fascinant en fait comme séquence. Mais ouais, parce que c'est une séquence qui est limite nanardesque en fait. Non mais tu retrouves le même genre de situation tout le long du film. La première scène d'action, on va dire clairement, cette baston dans un restaurant à Koreatown, qui est que je trouve merveilleusement bien mis en scène, enfin d'une efficacité redoutable, avec un découpage complètement fou, une violence sèche, rapide, efficace. On traîne pas à se donner des coups de poing à tir d'arigot. Non, c'est un truc qui est très rapide, très efficace. Et là c'est pareil. Enfin, tu te rends bien compte. Tous les gens qu'il y a autour des personnages, en fait, tout le long du film, se foutent de l'action, en fait. Tout le monde se fout de l'action, quoi. Ouais, mais je pense que même les personnages eux-mêmes, on dirait qu'ils s'en foutent. Et c'est le problème du film. Enfin, moi, c'est un film que j'ai adoré regarder, hein. Mais comme je le disais avec un copain. Non, mais moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je voulais pas que ça s'arrête. C'est pour ça que je veux aller au cinéma. C'est pour voir des expériences comme ça. Parce que le film me paraît extrêmement bizarre. Mais j'ai du mal à voir si c'est un plaisir lié au fait que j'adore Michael Mann et que ça me fascine complètement. Mais c'est vrai que c'est assez amusant parce que cette scène-là, pour prendre cette scène-là en particulier de la scène du resto, c'est une scène qui est, comme tu l'as dit précédemment, c'est une scène qui est hyper cliché. Je veux dire, pas cliché. On dirait un film d'action des années 80. En fait, c'est pas que c'est cliché, c'est que c'est une scène récurrente, c'est une marque, c'est là le moment, quand on parlait de Tim Burton tout à l'heure, c'est le moment où Mann pisse sur son territoire. Dans son scénario, il a créé sa scène où 2 personnages se mettent sur le bas-côté dans un dîner et au moins on a accès, le spectateur a accès à leur intériorité parce que les personnages vont exprimer leur programme de vie, et c'est exactement ça. Thor va te dire voilà ce qu'il faut faire dans la vie, c'est ça, et c'est assez drôle de voir. Moi j'ai trouvé cette scène m'a gêné profondément parce que je me suis dit voilà, c'est horrible. C'est Mann qui a tout à fait identifié ce que c'est les items de son cinéma et qui les reproduit, et là ça ne ressemble à rien. Et ce qui est très drôle avec cette scène là, c'est qu'à la fin, voilà, cette scène-là qui dans n'importe quel film de Mann, hein, on a ça dans Le Solitaire, dans Hit, il y a le moment où on s'arrête au bord d'une route qui est le récit pour poser les enjeux dès Le Solitaire, on a passé cette scène-là. On a ce truc-là. Dans Le Solitaire, on a une longue scène qui est superbe pour ça. Et cette scène-là, pour moi, ne fonctionne pas. Parce qu'elle est une redite du tout les scènes de Michael Mann. Moi, ça a été très efficace. Et c'est très drôle parce qu'en fait, cette scène-là, à un moment, voilà, on sent qu'il y a un problème et Chris Hemsworth va d'un coup dans l'arrière-boutique et il se rend compte que cette scène-là a été filmée par le bad guy. Ouais. Et ça c'est très drôle, mais d'un point de vue auteur, c'est qu'on se dit normalement c'est la scène chez Mann où les personnages échappent du flux. Et là d'un coup le personnage est très très en colère. C'est presque étonnant dans le film parce que c'est presque le premier affect qu'on ressent de la part du personnage de Thor. C'est la première fois où il y a où le mec se réveille un petit peu, à part une grosse embrassade avec son copain chinois, son ancien collègue de Cité. Où il se réveille, d'accord, mais c'est pas le premier affect, c'est pas la première. En fait, parce que justement il y a des sensations dont je parlais avant. Il y a des sensations, sa sortie évidemment. de prison. Ouais. Enfin voilà, il y a des moments. Mais moi j'ai trouvé que cette scène, que la colère qu'il ressent quand il apprend qu'il a été filmé était disproportionnée par rapport au système narratif du film en fait, et qu'elle était complètement cohérente par rapport au système de toute l'œuvre de Mann, parce que là le fait que le moment où il se soit confié soit filmé, c'était intolérable. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est très beau dans Black Hat. Et il y a peut-être moi je suis pas d'accord. Est-ce que t'es en train de surinterpréter, de surthéoriser le truc? Non, évidemment. Parce que dans la surthéorisation totale. Parce que dans vraiment dans la cohérence du film, dans l'intrigue elle-même, ce moment-là et le fait qu'il s'énerve par exemple parce qu'il voit qu'il est filmé. Alors évidemment, tout ce que tu racontes sur le flux, sur le fait d'être filmé dans le cinéma de Michael Mann, d'accord. Mais par rapport au personnage lui-même et par rapport à ce qu'il cherche, à son but dans le film, là de se sentir flousé vraiment, qu'on se foute de sa gueule, c'est de là que vient sa colère en fait, d'être manipulé, d'être manipulé. C'est un type qui refuse, comme tous les personnages de Michael Mann d'ailleurs, et c'est là aussi que ça renvoie à quelque chose de très premier degré, sans théorisation. C'est que c'est des personnages qui refusent d'être manipulés en fait, constamment, et qui veulent prendre les choses en main. Et même des professionnels. Voilà, c'est des professionnels. Et c'est pour ça aussi qu'ils s'énervent. C'est qu'est-ce qu'il cherche ce bonhomme? C'est à prendre les choses en main et à les contrôler en fait. Moi j'ai pas pensé à ce truc là, cette théorisation là devant le film. C'est en y réfléchissant, je me suis dit mais pourquoi ça m'a gêné autant là d'un coup, le moment où voilà ce Thor là qui ne joue pas du tout, qui est vraiment une pure façade. Après, il a toujours pris des mauvais acteurs, Michael Mann. Non,
De Niro, Pacino, voilà, non. Mais voilà, enfin, en tout De cas, Niro, non, et là, enfin. Moi, en regardant le film, je me dis, mais il s'énerve un peu trop. Il y a un moment où je sors du truc. Et ça m'a en même temps intéressé, parce que justement, cette scène-là, je la trouvais ratée. Ça m'intéressait que d'un coup, t'avais un moment qui me paraissait pas du tout fonctionner dans le système du film. Et après, voilà, il y a des tas de trucs, mais parce que les personnages n'existent pas dans ce film. Et c'est ça qui, en même temps, chez Mann, en fait, regarde, quand tu revois Collatéral, c'est pareil. Ouais. Enfin, dans tous ces derniers films, même Miami Vice, tu n'as aucune psychologie des personnages, tu n'as rien du tout. C'est ce qui tend le film aussi vers quelque chose de complètement expérimental. Mais ça, c'est un truc qui pousse. Et dans Public Enemies, il était là encore plus loin. C'est pour ça que le film, pour le coup, est complètement raté, je pense. Mais à aucun moment tu n'es attaché au personnage. Là, je pense qu'il a repris un peu de poil de la bête et que t'as des points sur lesquels t'accrocher pour les personnages. Moi, je pense pas que, je pense pas que les personnages de Hacker soient absolument mémorables. Non, absolument pas. Au contraire. Mais après, en même temps, je dis ça, mais je pense que voilà, Michael Mann, il est tellement talentueux qu'en 3 plans, son personnage, il est posé. Mais oui, moi, il a suffi de développement du personnage, on est bien loin. Des personnages de Neil McCauley et de Vincent Hanna. C'est pour ça que je te disais, c'est pour ça que je te disais aussi que ça me faisait penser à du Terrence Malick, et comme Terrence Malick a pu pousser son cinéma dans vraiment ces retranchements, quitte à oublier complètement la narration. Oui, bien sûr, mais là, il garde la narration, Michael Mann, et il te laisse uniquement des petits points, et comme tu disais, impressionnistes, pour pouvoir t'attacher au personnage. Et moi, ça me suffit, en fait, ces points impressionnistes. Et toi, ça t'a pas gêné la romance entre la chinoise, qui est un personnage qui est absolument inutile, et lui. Après, moi, je me dis non, ça m'a pas gêné. Je l'ai pas trouvé intéressante, cette romance. Non, mais cette romance c'est pas intéressante, et c'est justement encore plus une scène qui est une scène cliché du cinéma de Michael Mann. Mais c'est pour ça moi, quand je t'ai parlé de best-of, c'était pas une blague. Moi, j'ai l'impression de voir un best-of. C'est-à-dire qu'il va prendre des éléments de ce qui fait son cinéma. Il va tous les mettre ensemble. Sauf qu'évidemment, comme dans n'importe quel best-of, t'as pas cette cohérence parmi tous les éléments. Tu trouves pas évidemment le poids des relations entre tes personnages. Si tu compiles plein de choses, la cohérence elle est pas là, et ça tu le ressens évidemment dans la cohérence de l'histoire. Enfin, je veux dire, moi je re-regardais Miami Vice, je veux dire la romance entre Gong Li et Crockett dans Miami Vice, c'est absolument dément de se retrouver avec une scène comme ça dans le cadre d'un blockbuster hollywoodien, d'accorder 20 minutes. Mais il lui crée une importance. Une scène comme c'est là qu'elle prend par contre son poids, c'est que dans Miami Vice, il lui crée une vraie importance. Ouais, mais en même temps, c'est pas le cas dans Black Hat, parce que de toute façon, c'est comme je disais, c'est quelqu'un qui a inventé les années 80, parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup sur les apparences et la sensation. Dans Miami Vice, voilà, on peut pas dire que le personnage de Crockett ou de Gong Li existe vraiment, mais en même temps, il leur accorde un temps. Une durée qu'il n'accorde pas dans Hacker, qui est un récit relativement haletant au niveau de l'intrigue, de la narration. Chose que n'était pas finalement Miami Vice, où il y avait ça, mais en même temps des envolées, des pauses sur le bas-côté. Quand tu regardes Miami Vice, tu dis qu'il y a très peu de scènes d'action, et il accorde beaucoup plus de temps justement à une échappée à Cuba qu'à des scènes d'action dans Miami Vice. Là, il rentre dans quelque chose qui, dans la forme, apparaît comme plus conventionnel, on va dire, quoi, et plus rythmé, auquel tu peux accrocher plus facilement, quitte justement à laisser passer des incohérences ou des histoires qui finalement n'ont pas d'intérêt, comme cette romance avec la chinoise ou d'autres situations, je pense, mais qui justement dans l'efficacité, comme n'importe quel film américain bien efficace, ça fonctionne. Pour moi, je pense qu'il se base vraiment sur quelque chose de très classique dans l'aménagement de son scénario. Non, mais ouais, probablement. Mais beaucoup plus que dans tous ces derniers films, en fait. C'est que là, on revient à quelque chose d'extrêmement classique dans l'aménagement du scénario. Ce qui va faire la différence, c'est justement ces petits moments où on en sort. Je pense que là, enfin, le film est assez classique dans la tenue de son intrigue, mais dans son ton, il est extrêmement désabusé. Et je pense qu'il y a quelque chose chez Mann là où c'est ce qui fait son intérêt, le plan final du film est absolument terrifiant. Oui. Parce que autant chez tous les films de Mann, comme je disais, il y a vraiment une tentation de disparaître. Là, tu sens bien que Mann se dit, dans la société actuelle, ça va être impossible de disparaître, impossible de s'extraire du flux. Et il termine sur un écran de contrôle. Qui est très puissant. Moi, de rester là-dessus, ça apparaît comme le happy end, comme il y en a peu chez Michael Mann, des happy end. Il y a toujours un personnage qui va disparaître. Et là, il nous montre ce qui ressemble à un happy end, sauf que justement, il nous le montre sur un écran de contrôle, quoi. Et du coup, c'est pas évidemment, c'est pas un vrai happy end, quoi. Il reste ces personnages qui sont censés avoir eu
pu avoir vraiment cette disparition qu'ils souhaitaient. Bah non, ils l'ont pas en fait. Ils s'en rendent même pas compte, mais ils l'ont pas en fait. Et moi, je trouve ça super fort en fait, justement, sans forcer le trait en plus. C'est ça qui m'a beaucoup plu, c'est que les moments les plus réussis de toute façon de ce film-là, c'est les moments les plus subtils aussi, les moments qui peuvent paraître justement ne servir à rien, mais qui moi m'ont procuré plus de parce que moi choses. Et ce faux happy end, moi je trouve superbe. Moi j'ai un peu vomi sur la romance, mais n'empêche que cette romance-là procure des plans. Enfin, c'est ça. C'est plans de désir. Il regarde son cou ils se retrouvent dans une voiture avec elle, et juste il y a un plan sur le cou de la chinoise, il la regarde, et voilà. Et juste en un plan sur son cou, il te raconte toute une histoire en fait. Enfin, c'est bon, c'est des plans de fou là. C'est réglé. Il est en train de faire du scrolling sur son téléphone de son frère. Là, le mec va là. Enfin, c'est absolument dément. Il se passe des choses de taré. Et ça, c'est des petits moments subtils. Mais au niveau de l'action, enfin la scène du milieu du film, là, la scène d'action à Hong Kong, là, c'est démentiel, quoi. Enfin, la scène d'assaut est folle, quoi. Enfin, moi, c'est la meilleure scène d'action que j'ai vue depuis très longtemps, quoi. Bon, et il va falloir qu'on y aille. On aurait dû prévoir de pas parler de Tim Burton et que de Michael Mann. On en reparlera de toute façon dans quelques mois à l'occasion de la sortie du bouquin du spécialiste de Michael Mann. C'est toujours un peu con de parler de Michael Mann alors qu'il y a Jean-Baptiste Torek qui va en parler aussi. Je pense qu'il faut si jamais il termine son livre, Torek quand on parle de Michael Mann, évidemment, qui a fait les meilleurs textes sur Michael Mann dans Panique, là, la revue décédée. Des textes fondamentaux. Il est censé terminer son livre pour la fin de l'été. Le livre chez Préordinaire devrait sortir en septembre. Mais bon, il était annoncé pour le mois de janvier déjà. Il est repoussé au mois de septembre. Donc on ne sait pas. Le mec est quand même un miraculé de Charlie Hebdo. Donc on peut lui accorder un petit délai. D'accord. Mais bon, du coup, ça sera l'occasion évidemment de refaire une spéciale Michael Mann et de revenir sur tout ça. On va devoir se quitter parce qu'il est tard et on vous rappelle que vous pouvez réécouter cette émission samedi après-midi à 15h sur Canal B, que vous pouvez la réécouter en podcast ou comme vous voulez d'ailleurs sur le site de Canal B, sur la page du Cinéma est mort, qu'on est sociabilisé sur internet, Twitter, Facebook, et que vous pouvez nous retrouver comme Mel Gibson. On est ravis que Mel Gibson nous ait rejoint sur Facebook. Merci Antonin, merci à vous évidemment de nous avoir écoutés. On n'avait pas d'annonce spéciale à faire, de toute façon, mais bon. Voir tous les films de Michael Mann peut-être. On va se quitter avec un extrait de Hit et puis une petite musique de Elliot Goldenthal qui moi m'arrache des larmes à chaque fois. Et on se retrouve très très bientôt. Merci à tous de nous avoir écoutés et à très bientôt. Ciao. Bisous. You know, we're sitting here, you and I, like a couple of regular fellas. I mean, you do what you do, I do what I gotta do. And now that we've been face to face, if I'm there and I gotta put you away, I won't like it. But I'll tell you, if it's between you and some poor bastard whose wife you're gonna turn into a widow, brother, you are going down. There's a flip side to that coin. What if you do got me boxed in? Then I gotta put you down. Because no matter what, you will not get in my way. We've been face to face, yeah. But I will not hesitate. Not for a second. Maybe that's the way it'll be. Or, who knows? Well, maybe we'll never see each other again.